Alors, en tant que président du Sésame LLD, donc, je suis plutôt assez fier de vous accueillir dans cette réunion. Vous êtes dans un syndicat qui se porte bien. Vous voyez qu'on a un nombre d'adhésions qui progresse, on a une représentativité qui progresse et on a le plaisir d'accueillir cette année 6 nouveaux adhérents en tant qu'adhérents, mais aussi 6 nouveaux membres associés qui nous accompagnent et nous amènent à développer des typologies de réflexion complémentaires sur beaucoup de sujets qui aujourd'hui sont notre quotidien. Donc je suis fier de vous accueillir sur un syndicat qui se porte bien. Les chiffres de l'année 2022 le montrent. Notre, entre guillemets, la part de marché de la profession est toujours à un niveau très significatif, 27,3% de pénétration au sein des immatriculations, plus de 487 000 véhicules et toujours presque 60% des véhicules d'entreprise qui sont des véhicules de LLD. Je tiens à souligner et à remercier donc la progression de notre syndicat. On a vu que le nombre d'adhérents était en progrès, tant au niveau de nos adhérents directs, mais aussi de nos adhérents membres associés. Je tenais aussi à les remercier par leur engagement, leur action. La location longue durée est une réussite formidable. C'est la 44e fois qu'on fête une magnifique réussite annuelle de nos équipes et de nos résultats. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'on est très heureux d'être là. Et si on est venu, c'est parce qu'on a des choses à vous... une histoire à raconter et aussi beaucoup de choses à vous montrer. Et on pense que c'était pertinent de prendre ce moment avec vous pour vous montrer un peu la deuxième partie du plan de la Renaulution de Renault. Je pense que vous connaissez tous ce terme, la Renaulution, lancée par Luca De Meo en 2020. On attaque la deuxième phase du plan, qui s'appelle la rénovation. C'est le segment C et puis le D aussi. Le segment C, François va vous en parler, c'est une grosse partie de vos ventes, une grosse partie de vos volumes. Ça l'était aussi chez nous. On l'avait un peu délaissé. Le Scénic, je pense que tout le monde a connu ici le Scénic 1, Scénic 2. Ben voilà, on a tourné une page, on a eu un petit trou d'air, mais la rénovation, on va arriver avec 7 nouveaux modèles sur le segment C qui vont s'échelonner à partir de maintenant jusqu'en 2025. Pour aller dans le sens de ce que montrait Olivier tout à l'heure sur nos dernières nouveautés, moi ce que je voulais vous partager, c'est les performances France des loueurs multimarques. Je dis bien loueurs multimarques, hors captive. Donc la bonne nouvelle et la grande satisfaction que l'on a, c'est les 2000 commandes qu'on a réalisées depuis le début de l'année avec vous. Et ce qui est très appréciable, et ça fait partie aussi de nos objectifs, ce véhicule est top 3 EV dans vos chiffres. Quand on regarde Austral, évidemment, là aussi, Olivier le disait, c'est un démarrage canon. On a enregistré plus de 3500 commandes depuis le début de l'année. Nos ambitions, c'est d'être sur le podium, mais ce qui sera bien, c'est qu'on soit numéro 1. Et c'est ce qu'on a prévu de faire. Le segment C, Olivier le disait, tout canot, c'est 39% des ventes en France. Chez vous, loueurs, c'est 54% de vos volumes. Donc forcément, on est très attentif. Et forcément, c'est là-dessus où va notre stratégie. You can trust everyone that you meet. I'm so lucky. He's the only one I'll ever need. He will blast off tonight. Alors finalement, ce qu'on a fait avec ce nouvel espace, c'est qu'on a gardé l'ADN de l'espace et le meilleur de l'espace tout en l'amenant dans la nouvelle génération. C'est évidemment de la modularité, du volume, c'est un véhicule familial, c'est un véhicule qui va pouvoir transporter des bagages, et donc c'est évidemment un élément très important. Et puis c'est un véhicule haut de gamme, espace c'est aussi synonyme de véhicule premium, de technologie. Le côté nouveau dans le véhicule, et ce qui fait finalement la rupture par rapport à la précédente génération, c'est le nouveau design. On est clairement sur un SUV et plus sur un monospace. Sur l'espace 6, il y a une vraie rupture. Le véhicule, il est plus court de 14 cm par rapport à l'espace 5. Il est beaucoup plus bas, en tout cas que l'espace 4, même si l'espace 5 avait déjà été nettement plus bas. Ça, c'est clairement pour des raisons d'aérodynamique et de maîtrise de la consommation. Et surtout, il gagne 215 kg par rapport à l'espace 5. On a gagné
de la dimension, on a réduit les dimensions, la hauteur, la longueur, mais on a cherché à garder un habitacle le plus confortable et habitable possible. Ça, c'est une vraie prouesse qui permet de garder un véhicule très très habitable tout en ayant une voiture plus compacte. Aujourd'hui, sans doute, une des meilleures interfaces homme-machine du marché, avec une expérience vraiment extrêmement fluide pour le conducteur et un poste de conduite extrêmement confortable. Ce qui est nouveau sur l'espace, c'est cet immense toit panoramique, un des plus grands toits du marché, plus d'1 mètre carré de surface vitrée pour avoir un intérieur très lumineux. C'était aussi un des points forts de l'espace, c'était la luminosité à bord. Et avec cet immense toit panoramique, on a un véhicule extrêmement ouvert sur l'extérieur. Et puis avec quelques petites attentions qui amènent l'espace dans le haut de gamme, avec par exemple des coussins ergonomiques pour les passagers à l'arrière pour avoir un voyage extrêmement confortable. L'espace a le même rayon de braquage avec le Ford Control qu'une Clio. Donc quand vous faites un demi-tour dans un parking un peu serré, quand il faut manœuvrer en ville, quand il faut faire une manœuvre un petit peu délicate, vous avez le même rayon de braquage qu'une Clio grâce au Ford Control, puisque les roues arrière pivotent dans le sens inverse des roues avant pour faciliter la rotation du véhicule. Jusqu'à 80% des trajets en ville en mode électrique, et on a eu le retour des essais presse et les journalistes constatent vraiment qu'en ville, on roule vraiment en électrique de façon durable avec l'espace, et donc jusqu'à 1100 km d'autonomie et 40% d'économie de carburant par rapport aux véhicules remplacés. On gagne 35% de consommation et de CO2 par rapport à l'espace 5, 104 grammes de CO2. Pour un SUV 7 places hybride non rechargeable, c'est de très loin la meilleure offre du marché en termes de rapport consommation-prestation, puisqu'on est sur un véhicule sans branchement, sans contrainte de la recharge. On embarque nativement Google dans la voiture, et ça fait une énorme différence. On a développé ce système en partenariat avec Google, et donc vous avez le même niveau de réactivité, de vitesse de calcul, de fluidité dans la navigation des menus que sur une tablette iPad ou Android. Nous accompagner aussi sur les réseaux sociaux et d'avoir une présence. Et là, on revient en fait sur les thématiques en fait d'institutionnalisation et de communication un peu plus institutionnelle de notre syndicat, et donc une présence plus importante sur les réseaux sociaux. On a fait un choix qui est assez clair vers LinkedIn, hein, qui est un réseau que vous connaissez évidemment tous, que vous utilisez tous les jours. On avait essayé, on avait fait quelques essais sur Twitter ou autre, et on s'est rendu compte en fait qu'on n'avait pas forcément une matière et une actualité qui nous permettait en fait de tweeter tous les jours, ou en tout cas de rentrer dans ce média en termes de fonctionnement. Par contre, on s'est renforcé sur LinkedIn avec des communications qui se font de manière régulière, de manière factuelle, de manière construite, sur nos participations à différents groupes de réflexion, sur nos participations à des événements, sur des événements qu'on organise nous-mêmes. Donc là, on fera évidemment un post sur notre convention annuelle. Et on retrouve nos publications évidemment sur LinkedIn et publications qui sont également sur notre site internet. Vous retrouvez l'ensemble de notre historique en termes de marché, en termes de documents disponibles, et puis en termes d'analyse qu'on peut avoir sur notre profession. Aujourd'hui, on est 38 adhérents au sein du Sésame LLD en France. Donc ce qui est assez important, pour ne pas dire très important, parce qu'on représente plus de 90% des immatriculations location longue durée en France. Donc on est absolument représentatif de la profession. Donc nos voix, ce qu'on dit, ce qu'on analyse, nos travaux, nos échanges sont complètement représentatifs de notre présence, de notre métier en termes de fonctionnement. Et puis avec ça, c'est une démarche qu'on avait travaillée, qu'on avait mis en place depuis quelques années maintenant, mais c'est le développement des membres associés. Et l'idée en fait du développement qu'on a avec les membres associés, c'est vraiment de travailler sur l'écosystème. Très bien, nous en tant que loueurs, on a notre fonctionnement, mais en tant que loueur, on a une colonne vertébrale et puis il y a un paquet d'entreprises, un paquet d'entités qui rendent les services que nous vendons à nos clients. On peut dire une nouveauté de l'année ou des 18 derniers mois, qui est notre présence en fait de manière plus importante sur des salons professionnels. On vient nous chercher et on vient chercher le Sésame en tant que finalement tampon, garant d'une certaine vision, d'une certaine approche et d'un métier, de manière à contribuer à des réflexions et contribuer à l'évolution de notre métier au travers de ces enjeux. Effectivement, la question de fond, c'est quand même bien celle-là, puisque vos directeurs généraux, potentiellement, se posent la question de savoir pourquoi être membre de la commission opération et à quoi peut bien servir cette commission opération. De façon directe ou indirecte, avec le support, bien évidemment, d'Anne-Claire,
du renvoi de l'ensemble des institutions avec lesquelles nous travaillons, ce sont les thématiques principales et professionnelles, soit que les adhérents escaladent pour dire « nous avons une problématique », nous sollicitons également les constructeurs dans certains sujets, nous sollicitons l'ensemble de l'écosystème de nos membres associés à travailler sur des problématiques. Voilà les principaux thèmes qui nous ont occupés entre 2022 et 2023. Bien évidemment, on ne compte pas s'arrêter là. L'avantage des opérations, c'est que c'est un monde en mouvement qui vit et qui va devoir continuer à beaucoup travailler. Ceux et celles qui veulent venir rejoindre la commission opération, merci de vous faire identifier et connaître auprès d'Anne-Claire et Siméon. Nous avons besoin de tous. François l'a rappelé tout à l'heure, c'est important que vos organisations bénéficient de ces informations. L'ASP, ça vous a tous et toutes occupés. Quasiment 2 mois et demi de fermeture, on ne pouvait plus déclarer nos véhicules, récupérer les bonus et les payer à nos clients. Un sujet de fond qui a été porté également et relayé par Anne-Claire. L'imprimerie nationale, je ne peux plus éditer de carte grise, comment je fais mes livraisons de véhicules. Les péages en free flow, là aussi la profession s'est émue potentiellement de ce démarrage. Sur une toute petite portion d'autoroute, elle ne fait que 88 km si vous allez dans l'Allier. Ne vous faites pas surprendre, vous pourrez être verbalisé si vous n'avez pas payé votre péage. Sauf que dans notre schéma, est-ce le propriétaire, le loueur, ou est-ce le locataire qui est redevable de ce droit de passage? Le sujet a donc été escaladé, porté en haut lieu par Sésame LLD pour expliquer notre problématique que la voiture qui passe, ce n'est pas la voiture du loueur, c'est la voiture de notre locataire. Toute la partie des impacts opérationnels et les évolutions réglementaires qu'on doit tous, par contrainte, je dirais, suivre, développer, intégrer pour proposer des informations à nos clients. Les CERT, là aussi, Anne-Claire travaille depuis, ça fait partie de ses nuits et de ses cauchemars sur toute la partie, encore une fois, carte grise et les centres qui établissent justement les titres. La commission amende, là aussi, gros succès, comme le disait Fabrice, et merci pour cette pensée pour Daniel, initiée à l'époque par Daniel, repris de main de maître par Anne-Claire, qui mélange les populations de la longue durée et de la courte durée. C'est très important d'avoir cette commission. On a encore tous, aujourd'hui, des vraies problématiques de PV. France, étranger, voiture à la route, voiture vendue, voiture restituée, voiture sur des trottoirs. Donc cette commission, elle a aussi le mérite de faire entendre la profession. Chacun des acteurs présents à cette commission fait part aux instances et aux autorités des problématiques rencontrées. Les PV étrangers sont un fil rouge depuis des années et on rencontre à chaque fois des problématiques. Ce sont des sujets toujours importants. La partie obligation en matière d'affichage et d'étiquetage, on a des éventuels sujets, savoir si nous devons les répercuter à nos locataires ou pas. Les remises tripartites, a été abordé le sujet, puisque ça nous a occasionné différents problèmes à un instant T au travers des différents sujets. Le fameux FVA, fichier des véhicules assurés, qui à terme va aussi être utilisé pour la dématérialisation des cartes vertes. Donc c'est un sujet qui risque de bouleverser nos chaînes informatiques, nos chaînes de délivrance d'informations et de papier à la livraison des clients. Il faut le prendre en compte. Un sujet central qui a été notre sujet cette année pour la journée et pour nos ateliers des membres associés, puisque là aussi, malheureusement, la difficulté économique fait que le sujet des fraudes, des mutations de cartes grises nous pose problème. Donc nous travaillons avec nos membres associés, certains de façon un peu plus précise, comme Dataneo, LTSC, qui sont eux directement avec ces sujets-là, mais également des membres associés qui sont à l'autre bout de la chaîne, qui vont nous aider, vous aider à récupérer les véhicules, à faire des enquêtes, à tenter de récupérer ces actifs qui sont si précieux pour nous. Nous travaillons sur une évolution et en 2023, grâce à notre partenaire et membre associé historique d'Ataneo, Fabrice en a parlé, le sujet du véhicule neuf a été appréhendé. Nous vous avons proposé une plateforme sur le véhicule neuf. Eh bien, en 2023, on vous propose pour le même accès, tous les adhérents, multipliez vos accès, tous vos collaborateurs doivent avoir accès et au portail véhicule neuf et au portail véhicule d'occasion. C'est un accès unique qui vous donne un accès à cette double fonctionnalité. Cet accès sur les véhicules d'occasion, il a été retravaillé. Je profite de remercier les équipes d'Ataneo. Nous sommes remontés 6 ans en arrière pour requalifier la population des véhicules d'occasion. François en a parlé sur les problématiques de pénurie, que les loueurs longue durée se sont également approvisionnés en marché d'occasion. Une voiture déjà immatriculée que je rachète pour mes propres besoins et mes propres activités. Forcément, l'âge était différent, donc c'était des véhicules récents.
On y découvre également, grâce à tous les axes d'analyse qui vous sont proposés, le but, il n'est pas de détailler tout, il est juste de dire, nous détaillons les informations telles que les mouvements SIV ont été enregistrés. Une mutation d'une vente directe, un changement de propriétaire. Une vente indirecte, nous vendons des véhicules à des professionnels, à des salles de vente. La carte grise ne change pas. Je sais donc identifier si c'est une vente avec mutation. Je sais identifier si c'est une vente sans mutation. Je sais identifier du qui a vendu à qui. Un des dossiers qui nous a mobilisés ces 2 dernières années, on en avait touché un petit mot l'année dernière, c'est l'accès aux données des véhicules connectés. Donc on avait rejoint l'Alliance Mobilité Connectée pour tous pour défendre l'accès aux données des véhicules. Donc cette alliance a permis la publication de 8 principes pour défendre justement un accès équilibré à ces données. Cette publication nous a aidés à défendre les enjeux de la profession auprès des actions qu'on a pu avoir au niveau du ministère, au niveau français et également au niveau des députés européens. Et donc ça s'est soldé dans le cadre du Data Act qui a été adopté cette année par l'introduction, entre autres, en tout cas pour les loueurs, de la notion d'utilisateur. Un autre gros dossier qui a très fortement sollicité les ressources du syndicat, c'est la contribution aux travaux de la feuille de route décarbonation. Donc le commissaire général au développement durable et le ministère de la transition énergétique a sollicité Sésame LLD et la FNLV pour ce qui concerne notre action. Donc c'était mettre en place un soutien ciblé pour les ménages modestes, renforcer la LLD pour accélérer le verdissement des flottes des collectivités et accélérer l'électrification des flottes d'entreprises de manière large, et également de réfléchir à un nouveau crédit mobilité et une nouvelle fiscalité, une fiscalité associée, calquée sur les avantages en nature. Les énergies fossiles vont être mises petit à petit au rencard. Donc il faut qu'on avance évidemment vers la neutralité carbone et vers l'industrie verte. On a une vraie chance en France, c'est notre mix énergétique qui est décarboné. Je vais juste vous donner, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais il y a 3 pays en Europe qui ont un mix énergétique excessivement décarboné, la France, la Suède et la Finlande. Pour vous donner un ordre d'idée, ces pays-là, en fonction des jours et des productions, varient entre 15, pour ceux qui en font le moins, 15 grammes de CO2 produits par kilo, non, 15 grammes de CO2 émis par kilowattheure produit, jusqu'à 25, maximum 30 grammes. Ces 3 pays-là se tiennent dans un mouchoir de poche, et après les autres sont bien au-delà. Ça me fait toujours plaisir de citer l'Allemagne, qui est chère à nos amis écologistes, mais bon, eux, ils sont entre 350 grammes et 450 grammes de CO2 émis par kilowattheure produit. Donc moi, je ne me tourne pas forcément vers l'Allemagne en matière de référence écologique et de décarbonation. Bien, ça c'est dit. Donc voilà, donc grâce à ce mix énergétique, en fait, la loi Industrie verte, elle a été un petit peu construite autour de ça, de valoriser nos atouts, parce que vous avez vu ce qu'ont fait les Américains avec l'IRA. Entre ce qu'a annoncé M. Biden et la réalité des choses, il y a quand même un très gros gap, parce que je crois qu'il a annoncé 370 milliards de dollars pour l'industrie américaine. En fait, c'est nos limites, le budget. Ça, il a oublié de le dire. Et c'est non seulement nos limites au niveau budget, mais nos limites dans le temps, tant que l'administration n'aura pas changé. Et si elle change, je ne vois pas pourquoi ils ne continueraient pas, évidemment, dans la limite de leur endettement. Et ça ne va pas seulement aider les industries vertes, ça va aussi aider les industries fossiles. Ils arrosent très large. Bien évidemment, l'Europe ne pourra pas suivre à ces montants-là, donc il faut qu'on soit un tout petit peu intelligent. Ça date de 73, souvenez-vous, on n'a pas de pétrole, on a des idées. On ne va plus utiliser de pétrole et on a toujours des idées. Donc on va essayer de s'en sortir. Donc, industrie verte, il y a 3 volets qui vont être dans des vecteurs différents. Vous allez avoir un volet fiscal. Je ne vais pas vous assommer sur le volet fiscal, vous le verrez au PLF. Mais évidemment, c'est toutes les mesures fiscales qu'on peut mettre en place pour favoriser effectivement l'industrie verte. Je pense qu'on parlera beaucoup de ça pendant le PLF. Il y a la partie financement qui est étudiée là en ce moment, financement vert qui est étudié en ce moment au Sénat, qui arrivera à l'Assemblée le 17 juillet dans l'hémicycle. La partie financement, c'est de trouver des financements privés. Vous vous souvenez du livret développement durable, qui n'avait de développement durable que le nom, puisqu'il a servi à tout sauf au développement durable. Donc là, on va plutôt faire un livret qui est vraiment destiné à l'industrie verte.
entre autres, mais il y aura d'autres mesures, je vous le fais un peu rapidement. Il y a un volet évidemment qui est très important, c'est territorialisation des industries vertes de demain. C'est clair, vous le savez, on va avoir un problème de foncier. Alors on va avoir un problème de foncier à cause du zéro artificialisation nette, mais on a déjà commencé à cartographier tous les sites industriels, toutes les friches industrielles qui existent, et il y en a beaucoup. Alors après, les projets qui sont portés par les porteurs de projets ne vont pas forcément toujours sur les sites adéquats, mais on va essayer de faire matcher tout ça, et puis d'accélérer surtout les procédures administratives et de contentieux. Je crois que vous savez de quoi je parle. L'idée, c'est quand même d'arriver à remettre les sites clés en main au bout de 9 mois. La moyenne est de 18 mois aujourd'hui, donc c'est beaucoup trop. Et puis éventuellement, sur les projets, vous en avez entendu parler aussi, les projets d'intérêt national, d'essayer de faire baisser cette remise des clés du site en 6 mois. Plusieurs idées là-dedans, sur les contentieux notamment, c'est donner une période d'ouverture des contentieux limitée et de ramasser tout sur un seul jugement. Et le jugement, il vaut une fois et c'est terminé, on n'en parle plus. Comme ça n'inquiète pas les investisseurs. Il y a ici des investisseurs dans l'industrie verte. J'en ai un à côté de moi. Il sait très bien de quoi je veux parler. C'est compliqué, si on n'est pas soutenu par l'État et par les services de l'État, d'ouvrir rapidement des gigafactories ou en tout cas des choses de la tech verte. Il faut absolument qu'on y arrive parce qu'on a 5 ans pour réussir ce pari de l'industrie verte. Si on ne le fait pas dans les 5 ans qui viennent, au moins pour cranter sur le territoire toutes ces industries qui doivent arriver, eh bien on aura perdu le pari et on se fera piquer la place par d'autres alors qu'on a vraiment des atouts de compétitivité importants à ce niveau-là. Et donc il faut qu'on accélère les procédures et je ne doute pas qu'on va y arriver. Donc il y a tout ce volet-là que vous allez voir dans ce projet de loi qui arrive au Sénat. Avec après quelques petites bricoles sur la biodiversité, quelques petites bricoles, c'est important, mais on va s'en sortir. Si vous me posez la question tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi, ce n'est pas le cœur du sujet. Quelques petites bricoles aussi sur la commande publique, où on va effectivement monter les normes environnementales par rapport au seul coût, parce qu'aujourd'hui, la commande publique, c'est plutôt le coût qui compte que les normes environnementales, mais c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Et puis, il y a un objet non identifié. Alors, la formation, pardon, excusez-moi, parce qu'en plus, j'ai quelqu'un de chez Renault à côté de moi. Moi, je suis très fier, je suis dans les Yvelines. Flins est sur ma circonscription. Donc, je ne suis absolument pas chauvin. Mais ce qu'ils ont fait à Flins, c'est juste fantastique. Et leur campus est juste magnifique. C'est un exemple que j'aimerais qu'on voit se reproduire dans l'industrie. Parce que qui mieux que les industriels peuvent former les compétences de demain, bien sûr en convention, en association avec l'éducation nationale et avec les chambres de commerce. Mais c'est eux quand même qui détiennent les meilleures technologies et c'est eux qui peuvent apprendre plus rapidement à avoir des compétences sur le terrain. Donc merci à vous. Donc il y aura ce volet formation, mais qui sera étudié dans la loi travail, lui. Donc PLF, loi travail et la loi qui est là. Et puis il y a un objet non identifié, c'est le mien, il fallait bien un inconnu dans la maison. C'est le fameux l'établissement du standard EEE, Excellence environnementale européenne, qui est issu du groupe de travail Produire, commander et acheter en France. La question qu'on s'est posée avec mon copilote, qui est Philippe Dornano, qui est le patron de Sisley France, je pense que certains d'entre vous le connaissent, qui est aussi co-président du METI, c'est bien de commander et acheter français, mais encore faut-il qu'on puisse produire. Or, le déficit de compétitivité de production de la France par rapport aux autres pays européens est d'environ 40 milliards par an. Et on a une protection sociale à payer. Vous savez tous de quoi je parle. Il faut qu'on continue à la payer. Donc ce déficit va rester. On espère le faire baisser encore. On l'a déjà beaucoup baissé. Mais du coup, oui, ça reste quand même un déficit de compétitivité. Donc qu'est-ce qui nous rend compétitifs, encore une fois? C'est notre énergie décarbonée. Qu'est-ce qui complexifie dans la transition énergétique la marche en avant des entreprises? C'est le maquis des normes environnementales. Vous vous souvenez du discours du président quand on a lancé Industrie verte, où il a été mal compris, il a demandé une pause réglementaire. Ce n'est pas d'arrêter de mettre des normes. C'est simplement de voir où on en est aujourd'hui et comment on peut essayer de s'y retrouver dans ce maquis des normes environnementales qui font que certains industriels, peut-être moins vertueux que d'autres, vont aller piocher dans les normes environnementales ce qui les intéresse pour faire du verre à bas coût, si je peux me permettre. Or, on n'a plus le choix de faire du verre à bas coût, il faut qu'on fasse vraiment du verre. Donc l'idée est très simple. Le standard EEE, c'est de regrouper sur ce standard-là, qui est un standard volontaire, on ne l'imposera à personne, qui est un standard ouvert et qui est un standard privé, c'est de concentrer une trentaine de normes environnementales, européennes, nationales, internationales, qui sont les normes essentielles, reconnues par les industriels et reconnues par les ONG. Pas toutes, parce que Greenpeace ne me donnera jamais son aval, vous vous en doutez. Et de ce standard-là, avec ces 30 normes-là, ça sera écrit par l'AFNOR,
de ces 30 normes-là, on va mettre des coefficients de pondération pour le développer en 3 dimensions. Pourquoi ? Parce que si on n'embarque pas toutes nos entreprises, et notre tissu d'entreprise est plutôt PME, eh bien, on aura perdu le pari. Donc l'idée, c'est d'avoir des coefficients de pondération en fonction de la taille des entreprises, en fonction de leur secteur d'activité et en fonction de la temporalité avec laquelle elles peuvent décarboner leur entreprise. Vous vous doutez bien que ça va être plus compliqué pour ceux qui font de l'acier que pour ceux qui font de l'hydrogène de décarboner, vu que l'hydrogène, ils sont pratiquement accarbonés. Donc voilà, et on accompagne, et c'est un tableau de bord, c'est une trajectoire. Ce standard sera évolutif pour les entreprises qui se font certifier. Il a plusieurs avantages en termes de financement. C'est une sorte de fast track pour les subventions de l'État. Ça va agir sur la commande publique, puisque je vous ai dit qu'on allait rehausser les normes environnementales. Les acheteurs publics, c'est pareil. Leur difficulté entre plusieurs prestataires auxquels ils vont avoir affaire, c'est de savoir quel est celui qui a les normes environnementales les plus importantes, ou en tout cas qui correspondent à ce qu'ils veulent. Des fois, c'est un peu compliqué de choisir en fonction des normes qu'on vous présente. Là, quand ils verront le standard, ils ne se poseront plus de questions. Et puis, c'est important pour les investissements privés, puisque pour les investissements privés, il y a beaucoup de fonds verts, de vrais fonds verts qui veulent investir. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France, qui cherche, comme nous, la martingale pour attirer ces gens-là chez nous, et qui nous dit aujourd'hui, on est dans l'incapacité de dire à nos investisseurs, de leur assurer à 100% que l'argent qu'ils vont investir va vraiment aller sur une industrie vraiment verte. Qu'on soit une trajectoire de décarbonation ou même une stratégie environnementale, en fait, c'est vrai qu'on fait face, et je rejoins le champ sémantique du maquis, on peut parler de jungle, parce qu'on fait face en effet à... Alors, il y a la taxonomie, il y a la CSRD, il y a la CS3D, il y a les normes VHU sur les véhicules en fin de vie. Bon, je ne vais pas faire une espèce d'inventaire à l'après-vert qui ennuierait tout le monde, mais c'est vrai qu'en fait, on se retrouve dans des espèces de faisceaux qui sont souvent des injonctions assez contradictoires d'ailleurs, où on nous force, par exemple, à baisser le poids des véhicules d'un côté, quand des normes ADAS, par exemple, nous forcent à en augmenter le poids si on veut avoir nos bonnes étoiles NCAP. Donc en fait, il est assez difficile de marier tout cela. Et en plus, tout cela reste quelque part des standards un peu hors sol. Or, si on veut vraiment avoir, parce qu'en fait, c'est des critères, mais qui ne sont pas ancrés. Alors qu'avec ce dont vient de parler monsieur le député, en fait, on arrive à avoir un réancrage. En tout cas, ça encourage le réancrage de la chaîne de valeur du véhicule électrique. Donc, parce qu'on parle de transport aujourd'hui, je pourrais parler d'autres industries, mais là, du véhicule électrique en France et en Europe. Si aujourd'hui, on ne réancre pas la chaîne de valeur électrique, du véhicule électrique en France ou en Europe, on va se retrouver avec des véhicules chinois dont le bilan environnemental est absolument déplorable. Peut-être qu'une partie de la transition sera inclusive parce qu'ils arrivent moins chers, mais à quel prix en impact sur la ponction des ressources, qu'il n'y a aucune économie circulaire derrière, et à quel prix en termes de bilan carbone est-ce qu'ils arrivent. Voilà. Or, aujourd'hui, le poids en fait, de la transformation des minerais, ils maîtrisent par exemple 60% de la transformation du lithium, ils maîtrisent plus de 85% de la transformation du cobalt, ils maîtrisent toute l'industrie, plus de 80% de l'industrie du raffinage. Donc si on veut vraiment produire des véhicules qui soient vertueux d'un point de vue, alors on appelle ça cradle to grave, c'est-à-dire du berceau à la tombe, qui ont à la fois une empreinte carbone vertueuse depuis les achats jusqu'à la fin de vie, qui créent de l'emploi en France. Il faut savoir qu'on a perdu sur les 10 dernières années, dans la filière auto, en France, 85 000 emplois. Il y en a 65 000 qui sont à nouveau sur la sellette dans les 3 prochaines années, parce qu'en fait, on va petit à petit fermer nos sites thermiques. Nous, on les convertit chez Renault, c'est l'exemple de Flins. Tout le monde ne fait pas de même. Il y a quand même énormément d'enjeux, à la fois économiques, mais aussi environnementaux, qui sont derrière. Donc, tout ce type d'initiative, en effet, qui vise à réancrer la chaîne de valeur du véhicule électrique en France et en Europe, sont plus que les bienvenus, en tout cas quand on s'appelle Renault. C'est exactement pour ça qu'on a créé Verkor. L'idée de base, c'était de se dire, est-ce qu'on peut faire des batteries en France ? Et si on peut le faire, c'est notre pari, comment on peut faire boule de neige derrière pour participer à cette relocalisation, pour montrer à d'autres entrepreneurs, pour montrer à d'autres industries que c'est possible de faire en France, de le faire de manière bien et en retravaillant tout son écosystème. Nous, les 4 piliers du développement durable qu'on a mis chez Verkor, donc il y a le contenu carbone, vous en avez parlé tout à l'heure, on profite du mix énergétique. Il y a la traçabilité, les matériaux, on a besoin de savoir d'où ils viennent. On veut pas, alors ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant, on veut pas des matériaux qui viennent de zones de guerre, on veut pas des matériaux qui viennent du travail des enfants. Ça, on travaille beaucoup avec les équipes de Renault là-dessus, c'est juste hors sujet. Donc la traçabilité, le recyclage.
c'est la manière de répondre finalement aux deux premiers, parce que si on va plus chercher dans les mines, si on fait des cycles courts, locaux, on a la chance à Dunkerque d'avoir un territoire qui s'y prête, c'est-à-dire que chez Vercan, on va s'installer sur Dunkerque. C'est un port marchand qui avait réservé énormément de terres pour pouvoir s'agrandir. La mondialisation, plein de bonnes raisons font que maintenant il y a des terrains qui sont disponibles, et donc c'est parmi ceux que vous aviez dit tout à l'heure qui sont déjà traités, qui sont déjà préparés. Nous, ça nous a permis de gagner énormément de temps. On a un petit record à notre petite échelle. On a mis 6 mois pour avoir notre permis. On a déposé en décembre, on l'a eu là il y a quelques semaines. Donc vous avez été aidé un peu, non? On a été un peu aidé. On a triché. Non, mais voilà, on a grâce à ça, avec Dunkerque, on pense vraiment pouvoir raccourcir la boucle. Donc ça va jouer sur la souveraineté des matériaux. Si on utilise nos déchets, nos mines urbaines pour trouver nos matériaux pour fabriquer les batteries de demain, évidemment, on est plus souverain. Si on utilise moins d'énergie, si on utilise une énergie locale, si on n'a pas besoin de transporter la matière à l'autre bout du monde 3 fois pour pouvoir refaire notre batterie, on va aussi économiser de l'énergie, et on va être bon à la fois sur la partie traçabilité et sur la partie contenu carbone. Et juste mon 4e point, je finis sur mon 4e pilier, parce que moi c'est le plus important, vous en avez déjà parlé un tout petit peu, c'est la formation. Et nous, on ne pourra pas être durable dans un écosystème qui est hors sol. On ne pourra pas être durable si on n'a pas des fondations à notre maison, à notre usine, qui est correcte. Et là-dessus, on a travaillé dès le début. Donc c'est ce qu'on a appelé, nous, l'école de la batterie. Puis maintenant, on a la même chose qu'on a pu créer dans le Nord. Donc l'école de la batterie, c'est sur Grenoble. Et puis dans le Nord, on travaille sur Electromob avec les équipes de Renault. Là, on crée les talents de demain sur toute la chaîne de valeur. Du raffinage. On parle de relocaliser des raffineries. Nous, on a annoncé un petit quelque chose il y a 2-3 semaines sur aider la relocalisation de raffinage de lithium sur Dunkerque aussi. Mais voilà, on a besoin de ce raffinage jusqu'au recyclage en passant par toutes les étapes, former les gens et avoir j'allais dire un cheptel, c'est pas du tout l'idée, d'avoir un groupe de talents sur lequel on peut, voilà, un réservoir, merci, un réservoir de talents dans lequel on peut aller prendre. Je ne connais pas une entreprise qui ne s'inquiète pas des compétences et de l'accès aux compétences qu'il va falloir sécuriser dans les années à venir. C'est évidemment le cas pour EDF, d'autant plus qu'on est sur un spectre très large. Et on s'apprête, comme vous le savez, à développer un programme nucléaire de plusieurs dizaines de milliards. Derrière, ça veut dire plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs et de techniciens qu'il va falloir attirer sur nos métiers. Mais Veolia a les mêmes problèmes, Trasdev a les mêmes problèmes, toute l'industrie a les mêmes problèmes. Et donc je pense que la question de la compétence est vraiment le goulot d'étranglement de la route vers la neutralité carbone. Et ça, je pense que notamment, parfois je profite de la présence des députés ici pour le dire, je suis un peu étonné de voir à quel point on ne prend pas ce sujet de manière transversale, notamment quand on parle d'immigration. Parce que je ne vois pas comment on fait la transition écologique telle qu'on doit la faire en se privant de l'immigration. Et je trouve qu'on regarde beaucoup trop ce sujet de l'immigration à travers un seul spectre. Il me semble qu'il faut vraiment le regarder, y compris à travers le spectre écologique.